Oui, merci. Bonjour, bonjour Jean-Marie, bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais intervenir sur la question de la transition énergétique et plus particulièrement, plus précisément de la transition énergétique en termes d'électricité. Parce qu'en France, nous avons la particularité d'avoir une production d'électricité très faible avec de la production fossile, hein. C'est aux alentours de 7%, et en Nouvelle-Aquitaine encore plus, c'est aux alentours de 2%. Alors, c'est assez difficile d'avoir des données fiables sur la part de nucléaire et la part de renouvelable. Selon les sources, ça varie de 2 tiers à 80%. Bon, disons 70-75%, mais à vrai dire, ça n'est pas vraiment le problème, parce que même si nous en étions à 50-50, le problème resterait entier. Euh, je précise ici tout d'abord que le terme de culture que je vais utiliser est à entendre au sens large. Donc, je ne vais pas parler de la consommation culturelle, mais de la culture dans sa globalité. Je dirais qu'il en va de même de la culture que de l'agriculture, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à la culture, il faut s'intéresser aux conditions de production des œuvres. Ça fait partie intégrante de la culture, de la même manière que dans notre alimentation, eh bien, il faut s'intéresser à la manière dont est produite cette alimentation. Alors, ça n'a rien de nouveau, ce que je dis là. Je me souviens avoir été invité il y a une dizaine d'années déjà au Transmusical de Rennes, qui est un gros festival breton, dont je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il n'aurait bien évidemment pas lieu, mais aurait lieu comme ces rencontres euh, à distance, pour justement, déjà il y a une dizaine d'années, avoir une réflexion sur l'écologie du festival, sur l'impact environnemental d'un festival. Si on prend l'exemple des Francopholies de La Rochelle, par exemple, un gros festival international très connu, eh bien, si vous leur coupez le jus, s'ils n'ont plus le son et plus la lumière, la place Saint-Jean-d'Acre va être un peu triste, hein. Alors, sauf dans le cas rare, où on a un festival de polyphonie corse, par exemple, dans une église éclairée à la bougie, ce qui est magnifique, mais qui est assez rare. Alors, mon intervention, j'ai découpé mon intervention en deux parties, deux pans. D'une part, je vais parler de la culture du risque. Ça, c'est vraiment une chose importante, et surtout qu'en France, on en a on a une culture du risque très particulière. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai de la culture patrimoniale, donc ce que l'on entend dans le sens commun plus généralement comme culture. Alors, tout d'abord, la culture du risque, eh bien, je parlais des polyphonies corses à l'instant. Je dirais que un mot définit la culture du risque en France, et c'est un mot corse, l'omerta. Euh, je vais donner quelques citations pour situer un peu l'ambiance culturelle, l'ambiance intellectuelle de déni qu'il y a dans notre pays par rapport au risque. Je donne un premier exemple. C'était le 23 janvier 2019 à Bordeaux, lors d'une réunion publique de concertation sur le 4e réexamen périodique des réacteurs nucléaires de 900 MW. Et j'ai posé une question simple, c'est que je ne comprenais pas pourquoi on faisait cette concertation, puisque par définition, en matière nucléaire, les autorités sont compétentes et les citoyens ne le sont pas. Donc je ne voyais pas l'intérêt de faire une réunion de concertation. Voici ce qui m'a été répondu par Hermine Durand, chef de la division de Bordeaux de l'autorité de sûreté nucléaire, responsable du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans le sud-ouest de la France. Je la cite. Sur le fond technique, évidemment, on espère que personne ne va trouver quelque chose auquel on n'aurait pas pensé avant. Je vous rassure, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu pour l'instant. Parmi les différentes consultations du public, on ne nous a jamais pointé un sujet qu'on aurait oublié, que ce soit côté ASN ou IRSN. Par contre, ça permet quand même d'améliorer l'intelligibilité de nos prises de décision et aussi d'intégrer vos attentes en matière d'information du public. Alors, vu la teneur de la réponse, je me suis un petit peu renseigné sur le parcours d'Hermine Durand.
Elle a travaillé précédemment chez Veolia Australia et ensuite chez EDF comme pilote de chantier de maintenance nucléaire. Elle a une formation d'ingénieur du corps des mines. Elle est diplômée de l'École normale supérieure et de Sciences Po Paris. Et un an après l'intervention que je vous ai citée, en février 2020, elle a été amenée, dans le cadre de ses fonctions à l'ASN, à suivre un incident potentiellement grave ayant eu lieu à la centrale de Golfech, qui est en région Occitanie, mais tout près de la Nouvelle-Aquitaine, pas loin de la ville d'Agen. Alors, donc, elle a suivi cet incident qui est dû à une erreur de robinet d'eau qui a provoqué des mouvements incontrôlés d'eau et d'air. Et quelques mois plus tard, 3-4 mois plus tard, eh bien, Hermine Durand est devenue, donc en juin 2020, chef du Bureau des énergies renouvelables marines et hydrauliques au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc je trouve que cette promotion est éloquente et ça me permet de faire une petite incursion sur le thème des barrages hydroélectriques, et ça fait une transition d'ailleurs avec l'intervention qui précède. Il faut savoir qu'il y a des risques de rupture importants dans les barrages hydroélectriques. Alors, on peut prendre l'exemple de celui de Bort-les-Orgues, qui est le barrage le plus important qui se trouve sur la rivière Dordogne. C'est la 4e retenue la plus importante de France. Et elle est située, en fait, alors c'est en Nouvelle-Aquitaine, Bort-les-Orgues est en Nouvelle-Aquitaine, c'est en Corrèze, mais la retenue s'étend sur des communes également d'Auvergne. Donc, elle est répartie sur les 2 régions. Et cette retenue, elle fait 470 millions de mètres cubes d'eau, donc je vous laisse imaginer s'il y a une rupture du barrage. Et le barrage lui-même a nécessité 700 000 mètres cubes de béton à sa construction. Il a noyé 3 villages, une ligne de chemin de fer, et le château de Val, dont tous les touristes connaissent la carte postale de ce joli petit château entouré d'eau, eh bien, il devait lui aussi être noyé. Puis finalement, c'est pour des raisons techniques, il a été sauvegardé, pas du tout pour des raisons patrimoniales, mais parce qu'il y a eu une mise en eau plus basse que prévu. Voilà. Alors, à la même question que j'avais posée le 19 janvier 2019 à Bordeaux, eh bien, le président de la commission locale d'information nucléaire de la centrale de Braux et Saint-Louis, Alain Renard, a quant à lui répondu la chose suivante, je le cite. « Je vais prendre un exemple tout à fait concret. En 1999, ce qui s'est passé au niveau de la centrale nucléaire du Blayais correspond à un événement sur lequel il y avait eu des interrogations qui avaient été posées par des locaux, par des gens qui habitent sur ce territoire et qui disaient « on est dans un marais, il y a des niveaux d'eau, il y a des risques, à notre avis, par rapport à l'inondation. » On est loin du nucléaire sur le principe, sur la question des niveaux d'eau, mais cette question-là, elle n'est pas venue des spécialistes et des ingénieurs, et en fait, c'était une réalité. Alors, il faut noter que Alain Renard sait de quoi il parle, puisqu'il est également vice-président du département de la Gironde, chargé, entre autres, de la gestion des risques, et qu'il est l'un des représentants du département au sein du service départemental d'incendie et de secours. Lors de cette même réunion, Olivier Dubois, qui est pour sa part adjoint au directeur de l'expertise de sûreté à l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, disait la chose suivante, je le cite. Sur le principe d'exclusion de rupture, la cuve d'un réacteur est en exclusion de rupture, les enveloppes des générateurs de vapeur sont aussi des composants en exclusion de rupture. Ça veut dire quoi? Je le cite toujours. Ça veut dire que dans la démonstration de sûreté, on ne postule pas la rupture de ces composants-là. Ça veut dire qu'on ne va pas faire d'études des conséquences de la rupture et qu'on ne va pas se demander comment on pourrait gérer un tel scénario. Alors, ça suppose des conditions assez strictes pour pouvoir appliquer ce principe. Il faut avoir une conception de meilleur niveau, il faut avoir une fabrication du meilleur niveau et il faut avoir des contrôles en fabrication et des contrôles en exploitation de ces composants pour s'assurer qu'on a toujours la démonstration de l'exclusion de rupture. Mais le problème, on le comprend bien, c'est que ce postulat, il est tout à fait arbitraire et Olivier Durand lui-même a ajouté juste après, je le cite, on a eu 2 exemples assez récents où il y a eu un questionnement. Il y a eu les enveloppes des générateurs de vapeur d'un certain nombre de réacteurs où il y avait des ségrégations de carbone, c'est-à-dire trop de carbone
à certains endroits dans ses composants. Donc, il y a des défauts de fabrication qui excluent de fait le principe même, l'idée même de l'exclusion de rupture. Alors, je donne une autre petite anecdote. Lors d'une autre réunion, toujours à l'hôtel du département à Bordeaux, c'était en 2017, lors de l'Assemblée générale de la commission locale d'information de la centrale du Blayais, il y avait là le sous-préfet de Blaye et la sous-préfète de Jonzac, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le site, la centrale nucléaire du Blayais est dans le département de la Gironde, mais très proche du département de Charente-Maritime. Et donc, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui était prévu par l'État, quelles étaient les procédures prévues par l'État pour évacuer les agglomérations autour, donc Royan, Saintes, Bordeaux, donc en cas d'accident majeur. Et le président de la CLIN m'a répondu, je le cite, « Monsieur le sous-préfet ne souhaite pas répondre à cette question ». Alors, j'ai donc reposé cette question par écrit le 10 janvier 2019 au Haut Comité pour la transparence et l'information pour la sûreté nucléaire, dans le cadre de la fameuse concertation. Donc j'ai reposé la question et j'ai eu deux réponses de l'ASN, d'une part. Je cite l'ASN, « La sécurité civile ne fait pas partie des prérogatives de l'ASN, elle est du ressort du ministère de l'Intérieur. » Bon, donc ministère de l'Intérieur, dont les sapeurs-pompiers dépendent. Donc, je passe, je pourrais vous le donner éventuellement plus longuement, la suite de la réponse. Il y a une suite de réponses, mais là, je n'ai pas le temps de vous la donner. Et puis, il y a une réponse également de l'ANCLI, que je cite, les commissions locales d'information auprès des installations nucléaires et leur fédération nationale, l'ANCLI, ont toujours œuvré pour que la population et les territoires soient mieux informés sur les plans d'urgence et sur les responsabilités qu'ils engendrent, tant pour les élus que pour les citoyens. Bon, il y a également une suite à la réponse que je pourrais éventuellement vous donner. Alors, le problème, évidemment, c'est que ces plans sont des schémas administratifs qui sont complètement hors de proportion avec la réalité du danger. Je prends l'exemple, je parlais de la centrale du Blayais, il y en a deux dans la région Nouvelle-Aquitaine, il y en a une également à côté de Poitiers qui s'appelle la centrale de Civaux, et dans un document qui s'appelle « Alerte pour Civaux », les associations qui siègent à la commission locale d'information de Civaux expliquent que le béton, puisqu'on parlait du béton, du bâtiment du réacteur numéro 1 de cette centrale a été raté à sa construction, il est poreux. Je cite ce rapport qui date de 2017. Les défauts avaient été révélés dès 2001. Le bâtiment présentait un taux de fuite hors tolérance. Le bâtiment du réacteur constitue la troisième barrière de sûreté qui doit présenter une étanchéité définie par une norme précise. Or, de nombreuses fissures, nids de cailloux et autres défauts rendent son étanchéité insuffisante. Pour pallier ces défauts, EDF est obligé de l'enduire d'un revêtement en résine époxy. Avec ce traitement, le bâtiment du réacteur est rendu apte à subir les tests de fuite qui se pratiquent à température ambiante normale. Mais en cas d'accident, la température monterait beaucoup dans le bâtiment du réacteur et la résine ne résisterait pas plus de 48 heures. Le bâtiment du réacteur fuirait abondamment et relâcherait dans l'environnement de grandes quantités de gaz radioactifs. Le confinement ne serait pas assuré. Bien. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Eh bien parce que ça fait partie de la culture dans laquelle nous vivons et dans la culture dans laquelle les citoyens qui sont appelés à se prononcer dans des enquêtes publiques et à donner leurs avis dans des enquêtes publiques relatives à des projets d'énergie renouvelable, eh bien c'est cette culture-là dans laquelle ils baignent, dans laquelle nous baignons tout un chacun. Et en réalité, quand les populations sont invitées à donner leurs avis sur des projets d'énergie renouvelable, jamais on ne vous parle de ce risque nucléaire, jamais. Alors qu'en fait, c'est bien le problème qui se pose, le problème essentiel. Donc, quand les populations sont invitées
à donner leurs avis dans des enquêtes publiques, eh bien, elles ne disposent pas des informations minimales qui leur permettraient de se prononcer en toute impartialité, puisque, je le rappelle, en France, on est quand même un pays particulier où la grande majorité de la production d'électricité est d'origine nucléaire, et les éoliennes, jusqu'à preuve du contraire, sont faites pour produire de l'électricité. Bien, j'en viens maintenant à la deuxième partie, deuxième élément, ce que j'appellerais la culture patrimoniale, que je vais distinguer à nouveau en deux sous-parties. D'une part, je vais parler de ce qu'on appelle à proprement parler le patrimoine culturel, et puis ensuite, je dirai un mot du patrimoine naturel qui fait partie aussi de notre culture. Alors, pour poursuivre sur la centrale de Civaux, il faut savoir que, par exemple, l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe, qui est considérée par l'UNESCO comme chef-d'œuvre du génie créateur de l'homme et témoignage remarquable d'une civilisation disparue, que Malraux appelait chapelle Sixtine de l'époque romane, eh bien, elle se situe à une vingtaine de kilomètres des réacteurs de Civaux. Si on reprend l'exemple de la centrale de Brault et Saint-Louis, où est-ce qu'elle se situe, cette centrale? Elle se situe, les Bordelais le savent bien, sur l'estuaire de la Gironde. Alors, cet estuaire, il a quand même plusieurs particularités. D'une part, il fait partie d'une aire marine protégée, en lien avec les côtes charentaises. Hein, c'est ce qui est appelé le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis. Ces Pertuis charentais, eh bien, le fleuve Charente, par exemple, débouche au milieu, et l'estuaire de la Charente lui-même est classé grand site de France avec l'arsenal de Rochefort. On a également, dans la partie nord-ouest, le village de Talmont-sur-Gironde, un des plus beaux villages de France, et puis le phare de Cordouan, qui est lui aussi alors qui n'est pas inscrit, mais qui est, qui est candidat pour être inscrit sur la liste de l'UNESCO. Et puis, de l'autre côté, plus vers Bordeaux, les Bordelais le savent aussi, hein, la Gironde a été fermée par Vauban par ce que l'on appelle le verrou de l'estuaire, qui est constitué donc de trois forts, Fort Médoc du côté Médoc, Fort Pâté au milieu de la Garonne, et puis la citadelle de Blaye. Et cet ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, la centrale nucléaire de Blaye se trouve là, en plein milieu. Alors, est-ce qu'elle fait partie du paysage? Je ne sais pas. Du point de vue esthétique, elle ressemble plutôt, enfin, elle est plutôt en harmonie, je dirais, avec la base sous-marine de Bordeaux et les bunkers du mur de l'Atlantique dont parlait Anselme Japp tout à l'heure. Donc, cette centrale nucléaire, du point de vue de l'entité patrimoniale de l'estuaire, juste à côté du verrou de l'estuaire, eh bien, moi, je dirais que c'est plutôt la verrue de l'estuaire. Donc, ça constitue manifestement une atteinte majeure à ce paysage. Et donc, ça serait une raison de plus, indépendamment des raisons de sécurité, pour la démanteler, surtout vu le temps que l'on met à démanteler des installations nucléaires. Je prends un autre exemple, bien connu dans la région, la Dordogne. Alors, la Dordogne, c'est intéressant parce que il n'y a à ce jour pas d'installation d'énergie éolienne en Dordogne. Et souvent, j'entends par exemple les gens de Charente qui, eux, ont beaucoup d'éoliennes, dire « Ah ben oui, mais il n'y en a pas en Dordogne, comment ça se fait, etc. » Alors, la vallée de la Dordogne, il faut préciser quand même qu'elle est indiscutablement un lieu dans lequel il faut prendre des précautions plus qu'ailleurs, parce que le bassin de la Dordogne est reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO. Et il n'y a pas beaucoup de sites dans le monde pour lesquels c'est le cas. Il y a 660 sites au monde. Donc, c'est quand même pas un endroit où on fait n'importe quoi. Les grottes du Périgord et les sites préhistoriques de la vallée de la Vézère sont, quant à eux, classés au patrimoine mondial de l'humanité, et la vallée de la Vézère est également classée grand site de France. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est normal
à l'heure actuelle, il n'y a aucune éolienne dans le département de la Dordogne. Je dis simplement qu'il faut s'adapter aux circonstances. Et puis, il faut aussi ajouter, je le donnais avec l'exemple du barrage de Bord-les-Orgues, même s'il est dans le département de la Corrèze pour sa part, la rivière Dordogne compte beaucoup d'ouvrages hydroélectriques et les ouvrages hydroélectriques sont également source de dégradation des paysages et de destruction de la biodiversité de façon importante. Et puis, il faut ajouter aussi, parce que c'est un argument qu'on entend souvent, les ruraux, où il y a des projets de parcs éoliens, se plaindre du fait qu'ils n'ont qu'à mettre des productions d'électricité dans les villes, puisqu'il y a plus de monde et qu'ils consomment plus d'électricité dans les villes. Bon, alors, déjà, il est normal que la consommation électrique soit plus importante dans les villes, puisqu'il y a plus de monde. Et puis, en plus, dans les villes, il y a notamment des services publics qui servent à tous les citoyens français. Et puis, il y a aussi dans les villes des enjeux patrimoniaux forts. Si on prend l'exemple de Bordeaux, eh bien, le port de la Lune est également classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en tant qu'ensemble urbain d'exception. Et d'ailleurs, je fais une petite incursion, une petite réflexion par rapport à l'intervention précédente sur le béton. Quand on a réaménagé les quais à Bordeaux, on ne l'a pas fait avec du béton, on l'a fait avec des matériaux naturels, notamment des granites et des schistes, mais on n'en a pas pour autant utilisé des matériaux locaux, puisque le matériau qui est utilisé, par exemple, pour faire le miroir d'eau à Bordeaux, eh bien, ça provient de Chine. Puis il y a des choses qui proviennent d'Inde, etc. Enfin, il y a beaucoup de matériaux qui n'ont rien de locaux, en fait, sans pour autant être du béton. Alors, on se plaint aussi, entre autres, pour ce qui est des éoliennes, des déchets qu'elles produisent, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on oublie de dire que l'énergie nucléaire produit également des déchets. Et alors, il y a une espèce d'illusion qui vient de se dissiper, puisque l'uranium appauvri, donc qui est une des matières, un des métaux lourds qui est issu des réacteurs nucléaires, eh bien, est considéré comme recyclable. Et en fait, l'autorité de sûreté nucléaire a émis un rapport en octobre 2020 demandant à ce que soit reclassée en déchets une grande partie des plus de 300 000 tonnes d'uranium appauvri, puisqu'elle considère qu'en réalité, on ne peut rien en faire. Et alors, ça concerne grandement la région, puisque un des sites en France où cet uranium appauvri est stocké, eh bien, c'est en Haute-Vienne, au nord de Limoges, à Bessines-sur-Gartempe, donc sur le site d'Orano, anciennement Areva. Et puis pour ce qui est des déchets de longue vie, la France a prévu de s'en débarrasser sur le site de Bure, dans la région Grand Est. Donc, j'en dirai également un mot à la fin. J'en viens maintenant à la question du patrimoine naturel, et plus particulièrement à la question de la biodiversité, qui est souvent un argument avancé par les opposants à l'énergie éolienne pour des implantations. Et je vais prendre un exemple précis, celui de la grue cendrée, qui est un animal que les gens connaissent bien en général, qui migre et qui hiverne en Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'axe migratoire, en gros, se situe entre le Massif central et la côte atlantique, et puis il y a des sites d'hivernage, plusieurs sites d'hivernage en Nouvelle-Aquitaine, dans le sud de la Gironde. Donc, il y en a un à Capsieux, au camp militaire du Poteau. Il y en a un dans le Médoc, à la réserve naturelle de l'étang du Cousseau. Et puis, il y a le plus gros, en fait, c'est le plus gros site d'hivernage, c'est l'ancienne carrière de lignite d'Arjusan, dans les Landes, qui d'ailleurs a été exploité pour faire de l'électricité au départ. Donc, c'est un site industriel abandonné qui a été colonisé, on pourrait dire, par les grues. Alors, qu'en est-il de ce rapport des grues avec les éoliennes? Eh bien, je cite un rapport
qui s'intitule « Éoliennes et biodiversité », qui a été publié conjointement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Ligue de protection des oiseaux en 2019. Je cite dans ce rapport ce qu'on peut y lire. « Les grues cendrées, par exemple, peuvent être considérées comme sensibles à l'effarouchement dans le sens où elles ont tendance à contourner les parcs, le plus souvent bien en amont et sans montrer de réaction vive. » En fait, les grues cendrées, pour la plupart, quand elles migrent, se volent à une altitude bien supérieure. Et puis, lorsque les conditions météorologiques, par exemple, s'il y a du brouillard, ne sont pas favorables, eh bien, il peut y avoir des protocoles qui sont établis par des préfectures où les ornithologues alertent sur des passages de grues et où, dans ce cas-là, on bloque l'éolienne, enfin, on bloque le parc éolien le temps du passage. Donc, c'est quelque chose qui se fait, par exemple, la LPO de Lyon a un partenariat comme ça avec un exploitant. Alors, je ne pouvais pas ne pas, dans ces rencontres Marx, citer Marx. Alors, je ne vais pas citer Karl Marx, mais je vais citer Geoffroy Marx, qui est responsable du programme énergie renouvelable et biodiversité de la LPO France, Ligue de protection des oiseaux France. Donc, il n'est pas à la Ligue de protection des éoliennes, il est à la Ligue de protection des oiseaux. Voici ce qu'il disait dans un article tout récent publié dans Télérama, donc le 24 novembre 2020. Je le cite. « La technologie n'est pas vraiment en cause, mais l'implantation des éoliennes peut poser problème. Au départ, des erreurs ont été commises. Aujourd'hui, une meilleure connaissance des couloirs de migration et le suivi régulier des installations par des naturalistes indépendants ou les agents de l'Office national de la biodiversité permettent de limiter considérablement les dégâts. Une éolienne tue effectivement 5 à 10 oiseaux par an, 1 km de haute tension ou d'autoroute en tue 10 à 100 par an. » Voilà. Alors quand on voit des citoyens, des associations ou des élus s'opposer aux éoliennes tout en demandant en même temps la création de 2 fois 2 voies, bon, on voit que ça n'est pas très sérieux. Et puis, pour terminer, toujours sur le béton, les mâts d'aérogénérateurs, on sait, sont supportés par des socles en béton. Donc, on vient de le voir, que ce n'est pas un matériau très écologique. Il ne s'agit pas de défendre ici le béton, mais simplement, si on s'oppose à l'implantation d'éoliennes parce qu'il y a des socles en béton, alors il faut s'opposer aussi à la création de nouvelles centrales nucléaires qui nécessitent également de grandes quantités de béton. Et puis, il faudrait s'opposer aussi, par exemple, au centre industriel de stockage géologique des déchets de longue durée, CIGEO, là, donc à Bure, que je citais tout à l'heure, pour lequel il va falloir 6 millions de mètres cubes de béton, juste pour lui, c'est-à-dire l'équivalent de 10 000 socles d'éoliennes. Donc, voilà, il faut aussi remettre les choses à leur place. Alors, pour conclure, je vais essayer de répondre à la question qui nous était posée. Faut-il faire table rase du passé? Alors, je la transformerai en disant plutôt, peut-on faire table rase du passé? Et avec le nucléaire, clairement, la réponse est non, car quand bien même nous l'abandonnerions dès demain, eh bien, nous aurions quand même contraint les futures générations à gérer les conséquences de nos actes, puisque la particularité de l'énergie nucléaire, c'est son irréversibilité, notamment du fait de la longévité des déchets. Donc, en fait, avec cette source d'énergie, eh bien, on prive les générations futures de leur droit inaliénable à construire la société de leur choix. Donc, ce qui est une impérieuse nécessité aujourd'hui, c'est d'opérer non pas une transition, mais d'opérer une rupture énergétique sans attendre le monde d'après la catastrophe. Donc, il faut en fait opérer une rupture culturelle avant qu'une rupture accidentelle du béton nucléaire n'advienne. Et je finirai par une proposition de loi, puisqu'il faut être concret, eh bien, c'est que toute commune française qui ne dispose pas d'au moins une source de production d'électricité la rendant à minima autonome, eh bien, doivent proposer à l'État un terrain destiné à accueillir des déchets nucléaires dont la quantité sera proportionnelle à l'électricité consommée sur la commune durant ces 50 dernières années.
Alors, il y a à peu près, si on fait le calcul, il y a à peu près 35 000 communes en France. Donc, si on prend juste les déchets de faible activité, l'uranium appauvri, il y en a un peu plus de 300 000 tonnes. Donc, ça fait à peu près 10 tonnes de déchets par commune en moyenne, sans compter les déchets hautement radioactifs, hein. Voilà, donc que chacune prenne sa part. Donc, avis aux amateurs. Et puis, si on ne veut pas le faire par commune, on peut le faire par département aussi, parce qu'on entend souvent, voilà, comme je le disais tout à l'heure, certains départements se plaignent qu'ils ont des éoliennes alors que les autres n'en ont pas, etc. Eh bien, soyons égaux pour les départements. Si on veut les répartir, on va dire qu'il y a 100 départements, pour résumer, donc ça fait 3000 tonnes d'uranium appauvri à répartir sur chaque département, sachant que, bien sûr, en toute logique, les départements n'ayant pas d'installation nucléaire devraient en accueillir plus. Puisque ces déchets ont été en partie produits par les départements qui n'ont pas d'installation nucléaire, mais qui en ont bien profité, eh bien, il serait normal qu'ils prennent une part plus conséquente par souci d'équité territoriale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe. Donc, je fais comme tout à l'heure, je lance une première question le temps que les gens s'inscrivent dans la partie conversation. Donc, puisque tu viens de terminer en opposant la nécessité d'une rupture à l'idée d'une transition, comme on sait que pour rompre immédiatement enfin, fermant immédiatement certaines centrales nucléaires, le démantèlement va prendre 1, 2 décennies peut-être. Ça veut dire que qu'il faut réhabiliter en même temps que la rupture, il faut réhabiliter la notion de transition. Alors oui, bon, disons que le problème, c'est que je dirais, pour être un peu provocateur, que la notion de transition, elle est faite pour remettre à après-demain ce que l'on aurait pu faire aujourd'hui. Donc effectivement, il y a nécessairement de toute façon une transition. Par exemple, la centrale de Brennilis en Bretagne est encore en voie de démantèlement. Et la Bretagne est une région qui n'est pas autonome du point de vue énergétique. Elle importe de l'énergie. Alors, je ne l'ai pas dit au début, mais la Nouvelle-Aquitaine, elle, par contre, rien que la centrale de Blaye produit plus que la consommation régionale. Et donc, la Nouvelle-Aquitaine exporte. Alors, elle exporte vers les pays de la Loire, vers la région centre. Elle exporte également à l'étranger, vers l'Espagne. Mais il y a aussi une partie importation. Donc, il y a de l'électricité qui est importée d'Auvergne ou d'Occitanie. Voilà, donc il y a des échanges. C'est pour ça que c'est aussi assez difficile d'avoir des données fiables. Mais il est évident que, de toute façon, avec l'énergie nucléaire et avec notamment la gestion des déchets pris au sens large, hein, puisque une installation nucléaire mise à l'arrêt et de fait transformée en déchets, eh bien, on est contraint à avoir un processus de transition. Et c'est le cas aussi, je dirais, pour les travailleurs du nucléaire. Parce que quand j'entends dire ah mais on va nous enlever le pain de la bouche, on va plus avoir de travail, mais je veux dire les travailleurs du nucléaire, ils en ont largement pour jusqu'à la retraite à démanteler ces installations et à gérer ces déchets, quoi. Merci. Alors, qui demande la parole pour participer à la discussion? J'ai un commentaire de D. Falaise à tout le monde sur la répartition des sources d'énergie, éolien 3%, solaire 3%, hydraulique 19%. Le reste, on suppose le nucléaire, donc ce qui correspond à peu près au Ah, pourcentage qu'en a donné Jean-Christophe au début de son intervention. Qui alors, demande? alors Pardon. ouais, je sais pas, je comprends pas bien le message. Ce que je peux donner les données, les dernières données précises là à ce sujet. Il y a eu un rapport. Voilà, il y a un tableau analytique qui a été fait par Selectra avec les données de la Commission de régulation de l'énergie et de l'ADEME. Donc ça, c'est pour la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'était en 2017, ça, hein, avait une couverture autour de 20% de son potentiel, une couverture autour de 20%, pardon, et un potentiel exploité d'à peine 5%. Et dans un rapport qui date du mois d'octobre, là, il est indiqué en 2019,
la Nouvelle-Aquitaine a couvert 22,8% de sa consommation d'électricité par sa production renouvelable, une proportion dans la moyenne nationale, 23%. L'éolien a quant à lui permis de couvrir 4,7% de la consommation électrique régionale, moins que le taux de couverture nationale qui est à 7,2%. Merci. Dominique. Oui, bonjour Jean-Christophe. Donc, c'est toujours passionnant ce que tu évoques dans tes contributions. Et évidemment, ça gratte là où ça fait mal. J'entends plus Dominique. Allons-y. Pardon? Ah, mais j'ai peut-être pas. Si, j'ai mon micro, ouais. Non, alors, la question que je vais te poser, si tu veux, c'est en gros, comment on règle la question du droit à l'énergie aujourd'hui? Alors, évidemment, sur le plan territorial, moi, j'ai assez apprécié de manière très provocante la manière dont tu parles de la répartition des risques et de la répartition des conséquences des choix énergétiques de la France aujourd'hui, et donc des questions qui nous sont posées et qui sont posées aux citoyens sur les alternatives, donc sur les moyens de produire de l'énergie avec d'autres modes de production que l'énergie nucléaire. Donc, de ce point de vue, voilà, moi, ma grande question, c'est que je pense que ça, c'est un choix, hein, je veux dire, c'est un choix personnel, entre guillemets. Je pense que l'énergie nucléaire peut être et continue à être une énergie de l'avenir. Que la question des déchets et son traitement reste une vraie question, mais qu'elle est encore comment dire, non prise en compte de manière efficace, à la fois d'un point de vue scientifique et d'un point de vue économique. Et que donc on continue à, par exemple, il y avait des projets qui visaient à faire, tu l'as évoqué d'ailleurs, hein, à faire des déchets nucléaires, en tout cas de l'uranium appauvri, d'en faire une nouvelle source d'énergie avec ce qu'on appelait les surgénérateurs. Et puis, je m'arrêterai là, hein, un autre élément de discussion, évidemment, c'est la question du recyclage des déchets et notamment de raccourcir. On sait intellectuellement, en tout cas théoriquement, on sait qu'on peut raccourcir le cycle de vie de ces déchets. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a insuffisamment avancé au niveau de la recherche, notamment en nucléaire, pour avancer concrètement vers ces questions. Ça s'appelle tout simplement la transmutation. Mais je ne suis pas un spécialiste de la physique, mais il y a quand même des choses que j'ai apprises et que je comprends du point de vue intellectuel. Reste quand même posée, effectivement, la question de la transition et donc les questions que tu as évoquées. Tu as évoqué d'ailleurs un des éléments qui est l'éolien. On pourrait aussi évoquer ce qui est en train de se développer en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça devient, on commence à avoir des champs entiers de panneaux solaires. Là encore aussi, tant pour d'ailleurs l'éolien que pour les panneaux solaires, comment dire, le retraitement des déchets de ces nouvelles technologies n'est absolument pas résolu. Donc, il est posé. Donc, toutes les questions que tu poses, elles sont légitimes, justifiées. Il faut qu'on les affronte et il n'est pas question de déléguer aux générations futures le soin de tout résoudre à notre place. Voilà, j'arrêterai là. Jean-Christophe, tu réponds de suite, Jean-Christophe? Ah, je ne vois plus Jean-Christophe à l'affiche. Jean-Christophe n'est plus là? Oui, apparemment, il a eu un problème de connexion. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas, Dominique? Écoute, tu peux peut-être passer la parole à Anselme qui avait posé une question. Oui, d'accord, mais si Jean-Christophe n'entend pas ce que dit Ansel, il va devoir recommencer. Donc, je ne redévelopperai pas, de toute façon. Parce que je ne sais pas, je suis comme vous, là, je suis embêté. Tu as son téléphone pour Je regarde. l'avertir? Bon, désolé pour cette interruption.
faut pas faire confiance ni au nucléaire, ni à la technique. Non, je ne l'ai pas. Hein, Anselme, écoute, prends la parole et puis dès que Jean-Christophe revient. Non, ma question était vraiment une question d'information assez personnelle, donc s'il ne peut pas m'entendre, ça n'a pas beaucoup de sens. Écoute, bon, il n'y a personne d'autre qui a demandé la parole jusqu'à présent. Je parlais de ton point de vue sur la transition énergétique. Ah, mais je n'ai pas de point de vue de spécialiste, donc je me garderai bien d'exprimer quelque chose de savant. La question que j'ai posée pour introduire la discussion peut laisser penser, sinon mon savoir là-dessus qui est inexistant, du moins mes craintes, mes interrogations, à savoir que je suis aussi moi aussi partisan de la rupture la plus radicale possible, mais c'est pas le claquement dans les doigts ou le coup de baguette magique qui nous fait passer d'une phase de notre histoire à une autre. Donc ma question voulait dire implicitement, je ne comprends pas l'opposition entre rupture et transition, puisque si on veut rupture, il faut quand même transition. Bon, mais il a répondu. Hein. Oui, donc, tout à fait. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires à apporter. Je meuble le blanc, là, en espérant qu'il raccroche, il re-accroche, mais bon, ça n'a pas l'air de se produire. Donc, je suis un peu embêté. Il me vient une idée, mais bon, ça voudrait dire qu'on modifie un petit peu l'organisation. S'il ne reprend pas la discussion, on pourrait, il est 12h12. Donc, on pourrait interrompre et en se disant, on reprend, mettons, à 13h30 et on lui laisse, mais il faudrait que ce soit les mêmes participants qui puissent. Bon, alors, je ne sais quoi faire à part cela. J'ai une maison en Dordogne et plusieurs fois par an, on va en voiture des tours en Dordogne. Effectivement, je n'avais jamais fait attention au fait qu'en Charente, oui, on traverse beaucoup de zones très plates avec des grandes éoliennes. Et effectivement, en Dordogne, jusqu'ici, on a… Ah, voilà Jean-Christophe. Oui. Bon. Je suis désolé, j'ai eu une rupture de connexion. Oui, on s'en est douté. On était sur le point d'aller manger, mais non. Donc, il y a Anselme a posé une question. Une rupture de connexion, c'est peut-être mieux qu'une transition de connexion. Non? Donc, Anselme posait une question pour savoir pourquoi il n'y avait pas d'éoliennes en Dordogne. Ce n'est pas très important. Moi, je dis simplement que j'ai une maison en Dordogne. Plusieurs fois par an, on voyage des tours en Dordogne. Et en effet, tandis que la Charente est pleine des éoliennes, je n'ai effectivement jamais réfléchi au fait que, heureusement, chez nous, donc en Dordogne, il n'y en a pas. Et effectivement, je ne me suis jamais demandé pourquoi. Et donc, si j'ai bien compris, c'était donc à cause de la vocation touristique. Parce que sinon, je ne vois pas trop bien le lien entre les grottes de la Dordogne et les éoliennes. Alors, non, le lien entre les sites classés de la Dordogne, c'est qu'effectivement, dans certains secteurs du Périgord, il y a des endroits où, en effet, à mon avis, il n'est pas souhaitable d'avoir des implantations d'éoliennes. Il n'empêche que voilà, ça ne représente pas non plus tout le département. Je crois qu'il y a deux projets à l'heure actuelle qui doit être en cours. Je ne sais pas où ça en est exactement. Mais l'autre, parce qu'en fait, quand on regarde à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, donc la région Nouvelle-Aquitaine, elle est composée de l'ancienne région Aquitaine, donc au sud, on va dire au sud de Bordeaux et de la Dordogne, et puis les secteurs au nord, donc Poitiers, Limoges, voilà, pour résumer. Et donc, il y a des éoliennes qui ont été implantées au nord et pas du tout au sud. Donc, si on regarde à l'échelle des départements, il n'y a pas d'éoliennes en Dordogne, il n'y a pas d'éoliennes en Gironde, il n'y a pas d'éoliennes dans les Landes, il n'y a pas d'éoliennes dans les Pyrénées-Atlantiques, etc. Alors, c'est dû, ça, pas spécifiquement à des questions patrimoniales, c'est dû à une raison militaire, c'est-à-dire que dans les départements de l'ancienne Aquitaine, il y a beaucoup de zones qui sont des zones réservées pour l'armée de l'air.
pour faire des exercices d'entraînement, etc. Il y a par exemple un camp à Cazaux sur le bassin d'Arcachon pour des avions de guerre, etc. Bon, voilà, donc ça, c'est une des raisons. Et puis, l'autre raison, il faut le dire aussi, hein, c'est une certaine opposition des populations. Et donc, voilà, qui refusent souvent les projets d'implantation d'éoliennes ou d'énergie renouvelable. Alors, par contre, il n'y a plus de solaire. Par contre, dans le département des Landes, alors ça se comprend parce que c'est un département qui est très ensoleillé, il y a, je crois, sauf erreur de ma part, la plus grande centrale photo, enfin la ferme, ce qu'ils appellent ferme photovoltaïque, enfin centrale photovoltaïque française. Et ça doit être un des départements de France qui produit le plus en termes photovoltaïques. Mais on est quand même loin derrière, à l'échelle de la région, on est loin derrière, par exemple, nos voisins de la région Occitanie, qui ont développé de façon importante et l'éolien et le photovoltaïque, alors que c'est une région largement aussi touristique que la nôtre, avec comment dire, des exigences patrimoniales. En Occitanie, il y a des exigences patrimoniales. Si on prend pour prendre ce simple exemple, les châteaux dits Qatar, ou la chaîne pyrénéenne, etc. Donc il y a aussi Carcassonne. Enfin bon, il y a aussi une richesse patrimoniale très importante en Occitanie. Merci. D'autres interventions ou questions? Je vais revenir un petit peu. Est-ce que tu avais entendu un petit peu les éléments que j'avais Non, non, parce qu'en fait, j'entendais rien du tout de ce que tu disais à un moment. Okay. Non, écoute, alors très très vite, en gros, je pense que le nucléaire, moi personnellement, reste une source d'énergie à venir, en tout cas complémentaire des énergies renouvelables. Je fais partie des gens qui font ce choix-là. Je veux dire, c'est un choix. Au même titre que quand on considère qu'il faut développer, enfin, comment dire, je sais qu'il y a des réponses énergétiques qui ne sont pas aujourd'hui satisfaites. Il y a des populations entières, dans le monde comme en France d'ailleurs, qui n'ont pas une réponse à leurs besoins énergétiques. Donc, question, comment fait-on? Effectivement, je pense qu'il y a des possibilités énormes en développant ce qu'on appelle le mix énergétique, mais on aura besoin, et on risque d'avoir besoin encore longtemps, du nucléaire. Donc, la question qui est posée, c'est comment effectivement on fait, et tu as eu raison de le poser comme ça, pour d'abord, réduire les risques, et deux, aller jusqu'au bout, je dirais, des capacités potentielles de l'énergie nucléaire, et en particulier dans le recyclage des déchets, et on sait, au moins de manière abstraite, certes, avant de passer, encore qu'on a déjà pas mal avancé, y compris avec le mégajoule, sur la possibilité de la transmutation. Donc, c'est des choses qu'on sait théoriquement, mais qu'on n'a pas encore réussi pratiquement. Donc, question, effectivement, tout ça, est-ce qu'on l'évacue? Quand je parlais de table rase, tu l'as très très bien entendu d'ailleurs, tes réponses étaient très claires de ce point de vue-là. Donc, tout ça, évidemment, comment on travaille sans évacuer, et tu as raison, parce qu'on a un problème de rupture, parce qu'on est un peu tranquille avec le nucléaire, et on se dit finalement, on n'a pas besoin, et on a mis longtemps d'ailleurs, à se poser la question des alternatives, des énergies alternatives. Donc effectivement, qu'on prenne la mesure évidemment complète de ce à quoi on a affaire, parce qu'on est loin de satisfaire nos besoins en énergie, et qu'on développe évidemment tous les secteurs. Et l'Aquitaine, et la Nouvelle-Aquitaine, doit, au même titre que les autres, même si elle dispose aujourd'hui de 2 centrales et puis d'une 3e voisine, parce que Golfech, c'est pas très loin non plus, je veux dire en termes d'alimentation et de possibilités d'alimentation d'énergie. Donc tout ça, ce potentiel énergétique, est-il suffisant et est-ce que c'est vraiment l'avenir et est-ce qu'on doit se débarrasser, et je suis contre évidemment, la nécessité de développer justement les autres sources d'énergie plus durables et plus propres en tout cas pour l'avenir. Et évidemment, en n'évacuant absolument pas le problème, en renvoyant la solution des problèmes à demain, c'est-à-dire à nos descendants. Alors, à cette question très courte, Jean-Christophe?
Eh bien, de fait, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'on ne pose pas la vraie question, qu'on soit favorable ou pas au nucléaire. Et on le voit, par exemple, avec la Convention pour le climat. Dans la Convention pour le climat, le nucléaire n'est pas traité. La question du nucléaire n'est pas traitée. Ça avait été le cas déjà, et je l'avais déjà dénoncé à l'époque, du Grenelle de l'environnement. On évacue le problème comme si ça ne faisait pas partie des sources de production d'énergie. C'est pour ça que je dis qu'il y a une omerta et un tabou. Et la première chose, la première exigence, qu'on soit pour ou contre, ça me semblerait être quand même d'avoir au moins le courage et l'honnêteté de reconnaître ça et de reconnaître les problèmes qui y sont liés. Et puis l'autre problème quand même essentiel, c'est celui du vieillissement, parce que les installations nucléaires sont quand même des installations, et même si on est favorable au nucléaire, on est bien obligé de le reconnaître, sont des installations qui ont une durée de vie déterminée. Et donc là, eh bien, aujourd'hui, on est en train de prolonger cette durée de vie avec des moyens. Là, j'ai cité quelques données plus ou moins fallacieux à mes yeux. Et donc, de fait, le problème, il est là. De fait, le problème, il est là, mais on ne le pose pas. Et donc, ce que je dis, moi, c'est que quand on demande aux gens s'ils sont favorables à l'implantation d'éoliennes, c'est valable pour les autres sources d'énergie, hein, eh bien, il faut poser la question dans sa globalité. Sinon, la question n'a aucun sens. Si on demande à quelqu'un, est-ce que vous voulez une éolienne en face de chez vous, ils vont lui dire, non, moi, j'en ai pas envie, je préfère ne pas en avoir. Par contre, si vous lui dites, est-ce que vous préférez avoir une éolienne ou est-ce que vous préférez avoir un centre de stockage de déchets nucléaires, là, la question est différente. Voilà. Et je pense que la question aujourd'hui est mal posée en France. Elle est mal posée du fait de cette omerta. Et ça, c'est un problème. C'est pas que un problème d'énergie, de sécurité. C'est aussi un problème de débat public, quoi. Un problème profondément démocratique, quoi. Si on ne pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Alors, on a deux questions là, dans la partie conversation, deux questions-remarques. Je propose qu'on termine par elles et puis tu auras la parole pour répondre une dernière fois. Donc, il y a une remarque ou question de D. Falaise à tout le monde. Et chez vous, quelle solution? Résultat maison, autoconsommation plus gestion. Est-ce que ça peut être dit à haute voix ou bien est-ce que ça suffit? Et puis, il y a une deuxième question, tu vas pouvoir répondre globalement, que Marie pose, alors soit à haute voix, soit je la lis, si tu veux la poser, Marie. Pose-la, va. Lis-la, va. C'est aussi alors, bien. Je la lis, bon. À qui demander conseil? Quels sont les gens vraiment qualifiés et honnêtes? Alors, pour la deuxième question, il y a par exemple moi, dans un projet de film que je suis en train de faire actuellement, pour vous donner une réponse très concrète, j'ai rencontré, j'ai fait un entretien vidéo avec un conseiller info énergie du CREAC, qui est à Bègles. Donc voilà, c'est une structure qui justement se charge de donner des conseils pour faire des économies d'énergie et puis des améliorations. Voilà, ils conseillent savoir ce qui est opportun dans une maison, etc. Alors après, je ne sais pas si c'est ça la question qui précède, parce que je ne la comprends pas tellement bien, mais chez vous, quelle solution? Enfin, à titre personnel, par exemple, j'habite dans une vieille maison là, des années 60, donc c'est difficile d'y faire, c'est pas tellement bioclimatique comme installation. Donc moi, à titre personnel, j'ai fait le choix de prendre un abonnement à Enercop. C'est-à-dire que je ne paye pas mes factures à EDF, mais je paye mes factures à une société coopérative qui est spécialisée dans les énergies renouvelables et qui exploite d'ailleurs certains sites d'énergie renouvelable, notamment en région Occitanie, justement. Voilà. Donc, si vous voulez, quand je paye ma facture, mon argent ne va pas
à l'industrie nucléaire, mais il va à l'industrie des renouvelables. Voilà. Bon, après, à titre, chacun voit midi à sa porte. Ce que je veux dire, ça dépend si on fait construire une maison, si on habite dans une maison ancienne, et puis ça dépend du lieu dans lequel on habite aussi. Enfin, voilà. Après, chacun, à titre personnel, peut trouver les solutions qui lui conviennent. Bon, merci Jean-Christophe. Un dernier mot, une dernière question, il nous reste 3 minutes. Juste une petite… Ah, pardon, vas-y Marie. Non, mais c'était simplement pour ajouter, pour répondre à ce que disait Jean-Christophe, c'était que toutes ces questions-là, c'est très angoissant en fait, parce qu'on nous dit que les panneaux solaires, après, il faut les recycler pareil. Enfin bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, le nucléaire, c'est l'horreur, bon, surtout les traitements des déchets et tout ça. Bon. Mais en contrepartie, les panneaux solaires, on dit que c'est épouvantable, après pour recycler. Que les champs, c'est pareil, les champs de photovoltaïque, c'est pareil, après il faudra les recycler. C'est extrêmement angoissant de se dire que finalement, quoi qu'on fasse, ce sera mal fait. Voilà. Alors, oui et non, il y a eu un documentaire qui est récemment passé sur Arte, là, justement, qui a mis en cause les énergies renouvelables. Alors, c'était un peu un problème parce qu'il mélangeait les sources de production d'énergie renouvelable et puis la voiture électrique, qui n'est pas une source de production, mais qui est un objet de consommation d'énergie renouvelable. Donc, déjà, il mélangeait des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, par exemple, ils évoquaient notamment le sujet des terres rares. Alors, par exemple, l'éolien, il faut savoir, hein, utilise très peu de terres rares. C'est-à-dire que il y a un rapport de l'ADEME qui a été publié récemment, là. Il y a 5 ou 6%, je crois, des éoliennes terrestres dans lesquelles il y a des terres rares. Les terres rares, elles sont utilisées pour des raisons techniques que je ne vous expliquerai pas, pour l'éolien en mer. Donc, ceux qui disent ah ben non, on ne veut pas d'éolien terrestre, mais il faut faire que du offshore, ce n'est pas non plus une bonne solution. Et puis, pour ce qui est du photovoltaïque, dans ce documentaire sur Arte, là, il y avait un chef d'entreprise, je crois que c'était en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se trouvait spécialisé dans les panneaux photovoltaïques, et il expliquait que lui, il avait été un des premiers à promouvoir cette filière, et finalement, il a été saboté par EDF, qui a préféré acheter aux Chinois. Et donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un marché qui a été complètement pipé de ce fait-là. Donc, l'entreprise publique française a en fait saboté le développement du solaire en achetant aux Chinois. Et puis alors maintenant les opposants aux énergies renouvelables disent « Ah bah oui, mais c'est chinois, etc. » Ben oui, mais bon, c'est un peu facile, quoi. Donc, il y a un problème de production. Il y a un problème de production, c'est-à-dire qu'il faut effectivement qu'on se réapproprie, et je crois que la crise du coronavirus l'a montré aussi, il faut que l'on se réapproprie des outils de production, et notamment pour les énergies renouvelables. Ça me semble évident. Bon, alors la note d'espoir étant dite pour terminer, je vous propose qu'on arrête la séance, si tu es d'accord, Dominique. Oh, je suis d'accord, j'avais juste une dernière question. Mais oh, mais non, Dominique, comme tes questions durent déjà plus davantage que les réponses, donc… Tu vas voir qu'elle est très courte. Non, mais enfin, on voit ensemble. Mais non, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu attends justement des décideurs régionaux pour modifier la situation que nous vivons? C'est-à-dire donc des futures directions politiques à venir. Alors, eh bien, je dirais que j'attends d'eux qu'ils ne soient pas démagogues et que quand ils parlent de l'implantation d'énergie renouvelable, ils parlent en même temps du nucléaire et qu'ils ne se fourvoient pas dans cette omerta qui est, à mes yeux, est à la fois malhonnête intellectuellement et puis est malhonnête pour les gens, quoi. Ce n'est pas un débat public citoyen normal, quoi. Bon, c'est une bonne conclusion puisque tu es revenu à ton mot de départ dans l'introduction, c'est parfait. Donc, on peut clore la séance, s'il vous plaît. Merci, et puis